Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 1 million d'élèves sont concernés chaque année par le harcèlement scolaire, un fléau qui peut même en conduire certaines ou certains au suicide. Alors comment lutter? Réponse en images avec le documentaire Harcèlement scolaire, tous témoins. On accueille son réalisateur Julien Artru, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, cette semaine on réveille notre culture générale historique en revisitant l'histoire de l'humanité au prisme de la cuisine et de l'alimentation. Question du jour, à quand remontent les premières recettes écrites? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Benoît Sima. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour, comment donner envie aux enfants de lire. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Julien Artru, bonjour. Bonjour. Vous signez un documentaire à la fois fort et instructif intitulé Harcèlement scolaire, tous témoins. On peut d'ores et déjà le voir sur la plateforme France.tv et il sera diffusé ce jeudi à 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez suivi pendant plusieurs mois les élèves du lycée professionnel Marcel Pardet de Bourg-en-Bresse qui participaient à un atelier d'écriture pour la réalisation d'un court-métrage sur le harcèlement scolaire. On va planter le décor avec la bande-annonce. Moi, c'est 1 ou 2 fois par an, depuis la moyenne section. Ça passait de partout, du physique, de la façon de parler. Parfois juste parce que des fois j'avais des bonnes notes, donc on m'insultait. Par la façon de s'habiller aussi, c'est souvent ça. Pareil, par la corpulence, donc on me traitait de baguette, on me disait que j'étais pas musclée et ça me faisait mal. Et tous les ans c'est la même chose, donc au final je commence peut-être un peu à être habitué, mais justement c'est ça en fait qui fait peur, c'est que quand ça revient souvent, on est habitué et normalement on ne va même pas subir ça une seule fois dans sa vie, quoi. Julien Artru, ça vous fait quoi de vous retrouver vu par les caméras? C'est pas un exercice habituel. Pourtant, ils s'y sont livrés merveilleusement, tous les jeunes que vous avez filmés. Ouais, alors, vraiment, ouais. Là, on voit des garçons dans cette petite bande-annonce. Oui. C'est pas la majorité de celles et ceux qu'on voit, et surtout, c'est pas la majorité des élèves qui sont embarqués dans le projet que vous racontez. Oui. Donc là, la séquence que vous venez de voir, ça se passe dans le collège voisin du lycée Marcel Pardet, qui est un lycée professionnel, donc les diplômes, c'est aide à la personne, cosmétique et cuisine, et commercial aussi. Et donc c'est un lycée en majorité composé de filles. Comme beaucoup d'établissements professionnels d'ailleurs, c'est hyper genré. C'est aussi un lycée avec un internat, ce qui n'est pas neutre. Oui, un internat d'à peu près 80 élèves. Un internat qui a été créé il y a fort longtemps. Et voilà, lycée Marcel Pardet, du nom de la résistante Marcel Pardet, qui a été déportée et qui aussi a été directrice du lycée. Un lycée professionnel qui développe un projet autour du harcèlement. Objectif, réaliser un film de 2 minutes. C'est un court-métrage, mais ça va leur prendre plusieurs mois parce qu'ils font toutes les phases. Ils travaillent avec des professionnels. C'est vraiment comme un vrai film. Les élèves qui participent sont toutes et tous volontaires. Oui. C'est vraiment le principe de départ. Alors moi, ce qui me frappe, la première chose qui m'a frappé en regardant votre film, et je pense que ce n'est pas juste un effet de montage, c'est que tous les jeunes auxquels vous donnez la parole ont été confrontés au harcèlement. Soit ils ont été victimes, soit un petit peu auteurs, soit même quand ils n'ont pas vraiment été victimes, ça fait partie de leur... c'est dans un périmètre très immédiat. Oui, ils ont tous été touchés plus ou moins par ce phénomène. Il faut savoir que ça a commencé au départ, ce film, c'était avec ma coloc qui était en charge de l'internat, qui justement m'a fait part des problèmes qu'elle rencontrait dans l'internat suite à des situations de harcèlement qu'elle avait détectées. Et donc en parlant, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose, un projet cinématographique autour de ce phénomène, et avec ses élèves. Donc c'est un projet qui est né il y a 2-3 ans. Voilà. Projet au long terme, vous y êtes allé une vingtaine de fois dans l'année. Le tournage a duré 6 mois, le vôtre en tout cas. Oui. Et le tournage des élèves que l'on suit aussi. Ils sont aussi et elles sont aussi très conscientes de la gravité du harcèlement, de ses effets à court et long terme. On dit qu'on n'est pas assez informé sur le harcèlement. Pour tous ces enfants, ces ados que vous interviewez, ils savent plein de choses. Ils savent plein de choses et ceux qui ont subi des situations dans leur passé, même si c'est enfoui, ça reste quand même très douloureux et très vif. Ça, j'ai été fortement étonné par la vivacité de cette douleur. Ouais, qui dure très très longtemps. Ouais. Vous le rappelez, les taux de suicide pour cause de harcèlement, ils ont augmenté. Le chiffre est monstrueux. Oui, je crois que c'est de l'ordre de 300% en 10 ans des tentatives de suicide. Et ce mot de suicide, il revient très souvent aussi dans la bouche des jeunes. Oui, plusieurs fois. Malheureusement, c'est un fléau. Et là, librement, les élèves en parlent devant ma caméra. Ouais. Ce
qui est très frappant, on a vu la bande-annonce avec ces 4 jeunes garçons qui parlent, et donc on a celui qu'on a entendu parler, qui est effectivement assez fluet, bon, apparemment bon élève, c'est lui qui le dit en tout cas, mais juste avant dans le film, il y a son voisin qui parle, qui lui est un petit peu plus fort, hein. Et alors, le fluet s'est fait harceler parce qu'on lui dit t'es un maigrichon, mais l'autre, on le traitait de bouboule ou je sais plus quoi. Bon, bref, on a l'impression que tout est prétexte au harcèlement dès lors qu'on déroge à une normalité dont on se demande même si elle peut exister, parce que donc il y avait trop gros, trop mec, il y avait trop bon, trop mauvais à l'école, être d'origine étrangère. Handicapé. Vous avez interrogé un élève en situation de handicap, on se dit que la vie est quand même pas drôle tous les jours pour lui. Ouais. Et il a le droit de l'empathie de la part de certains, heureusement, mais pas que. Et la timidité aussi. La timidité. Le genre. Et les classes sociales, enfin il y a vraiment plein de petits détails qui peuvent mettre au banc ces élèves qui se retrouvent isolés, rabaissés et qui se renferment sur eux-mêmes. Qu'est-ce que vous saviez vous-même du harcèlement scolaire avant de tourner ce documentaire ? Je savais que c'était un fléau, effectivement. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y en avait autant, mais avec les réseaux sociaux maintenant, ça c'est sorti de la bulle scolaire. Et je pense que c'est devenu beaucoup plus grave. C'est H24, c'est en continu. On dit souvent qu'il faut informer sur le harcèlement. Et d'ailleurs, le film que les élèves réalisent, il s'inscrit dans un dispositif de prévention. Pourtant, ils en savent beaucoup. Et alors, notamment, quand on leur demande de définir, et on peut en profiter pour le refaire, de définir le harcèlement, ils savent très bien le définir. Oui, le définissent bien, la répétition. Faut dire qu'aussi, ils ont pris des cours. Hein, donc, le film se déroule sur 3 axes. Donc, il y a eu l'écriture du scénario. Et ensuite, ils ont pris des cours de harcèlement avec une spécialiste pour bien comprendre le phénomène, le décoder. Et ensuite, des cours d'expression théâtrale, etc. Donc, ils ont vraiment appris beaucoup sur ce phénomène pendant ce tournage. C'était un peu l'objectif aussi. De leur transmettre des choses. Pourtant, disent-ils, on en parle peu. Vous avez eu du mal, vous, à les faire parler? Parce que c'est pas facile. Et ça, moi, je peux en témoigner comme journaliste, hein, parce que vous, chapeau bas quand même, faire parler des ados, pas évident. C'est étonnamment, le dispositif étant tel, ça a fonctionné, parce qu'en fait, c'est les élèves eux-mêmes qui ont fait parler. Donc en fait, on a créé un dispositif. Ah, la petite scène qu'on voit, par exemple, c'est des élèves qui interrogent. Oui, voilà, exactement. Donc il y a un dispositif qui a été créé où je disparais. Je fais pareil la prochaine fois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment les élèves qui mènent une enquête dans les lycées, dans les collèges, auprès des profs, auprès des élèves, auprès du personnel. Et c'est eux qui vont questionner. Donc on a préparé les questions, ils mènent cette enquête pour pouvoir écrire leur scénario. Et ça nous donne ce documentaire qui sera diffusé jeudi 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous n'avez pas la chance d'être dans cette belle région, vous pouvez aller sur la plateforme France.tv et le voir d'ores et déjà. Documentaire intitulé Harcèlement scolaire, tous témoins. On continue à en parler avec Julien Arthuis juste après l'anti-sèche. Pour le moment, on teste notre culture générale, on parle cuisine. Benoît Sima, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, scénariste de bande dessinée et notamment fidèle scénariste de cette extraordinaire collection L'incroyable histoire. Merci. Et là, c'est l'incroyable... Ouais, mais on aime beaucoup ici, alors quand on aime, on le dit. L'incroyable histoire de la cuisine aux arènes BD, de la préhistoire à nos jours. 500 000 ans d'aventure. Les dessins sont de Stéphane Doué. C'est comme toujours extraordinairement réussi. Question du jour, à quand remontent les premières recettes écrites ? À l'invention de l'écriture, mon général, voilà. tout simplement. Donc Mésopotamie... On est à Sumer, la première grande civilisation mésopotamienne. C'est ça. Le grand historien disait que l'histoire commence à Sumer, parce que voilà, on sort de la préhistoire, on invente l'écriture. Et ce qui est très intéressant... 1750 avant Jésus-Christ. Je situe pour les gens comme moi qui... Alors c'est un peu plus ancien. C'est même un peu plus ancien, c'est fin du 4e millénaire, les premières traces. Ah oui, d'accord. Voilà, on est quand même un peu plus ancien. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en premier quand on commence à graver on se dit qu'est-ce qu'on mange ce soir. Entre autres, oui. On fait 2 choses. On fait 1, la comptabilité des palais royaux, c'est l'argent, le pognon. Bien sûr. Et 2, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et la première recette connue de l'histoire de l'humanité, figurez-vous que c'est une recette de bière. C'est un poème intitulé Ode à Ninkashi. Ninkashi, c'est la déesse de la bière. Et donc, un des tout premiers textes, en tout cas des plus anciens retrouvés par les archéologues. De l'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité, c'est la recette de la bière, telle qu'on la consomme encore aujourd'hui. Bon, elle était un peu différente de celle d'aujourd'hui, attention. Hein. C'était quoi les différences d'ailleurs ? À l'époque, on faisait tremper de la mie de pain dans de l'eau. Et donc, on obtenait une espèce de bière qui est toujours pratiquée en Russie aujourd'hui, qui est une bière un peu spéciale, qui est très ancienne, mais qui n'est pas du tout la bière fermentée actuelle. En tout cas, ça s'appelait de la bière, c'était aussi autant une soupe de céréales qu'un liquide.
Et c'était très nourrissant, plus que rafraîchissant. Et en tout cas, c'est vraiment la première recette de l'histoire de la cuisine de notre histoire. Et toutes les grandes civilisations de l'écrit, on peut penser à l'Égypte, à la Grèce, bien sûr. On va arriver à Rome, ont laissé aussi, dès qu'elles ont été capables de graver des textes, des recettes. Voilà. Alors il y a des recettes très étonnantes qui, je suis désolé de vous le dire, ça nous paraîtrait très étrange aujourd'hui. En tout cas, on aurait du mal à les expérimenter. Alors il y en a qui ressemblent, qui existent toujours et qui ressemblent à des choses qu'on mange encore aujourd'hui. Mais par exemple, moi je pense à deux choses. La première, il y a un truc qui s'appelle le mu, alors, M-U, et c'est une recette mésopotamienne à base de sauterelles, parce qu'on mangeait beaucoup de sauterelles à l'époque. Très à la mode aujourd'hui. De scarabées, de choses comme ça. Ouais. Et de sang d'animaux. Donc le sang servait de condiment dans cette recette. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça soit très ragoûtant pour notre civilisation très développée. Bon, mais on sait comment préparer si on le veut, le mu. On a le témoignage écrit sur les tablettes d'argile, les fameuses tablettes d'argile. Et la deuxième recette, alors là on se transpose de lointaines années plus tard, c'est le fameux garum romain. Alors le garum, vous savez peut-être plus ce que c'est, mais ça va vous revenir tout de suite. C'est une garbure, c'est un truc d'une saumure, c'est ça? C'est une sorte de saumure qui ressemble au gnoc nam vietnamien actuel. Alors là, on fait un bond dans le temps qui me semble un peu étrange, mais pas du tout. En fait, il y a une très ancienne recette qui a été d'ailleurs inventée en Mésopotamie, qui consiste à utiliser des tripes d'animaux. Alors, chez les Sumériens, c'était des sauterelles. Ça va, Julien, vous avez mangé? Chez les Romains, c'est plutôt des poissons. Donc, ce sont des entrailles de poissons putréfiées au soleil. Donc, ça a un goût sans doute très fort. Voilà. Plus fort d'ailleurs que le gnoc nam vietnamien. Et donc, on le laissait sécher, on le laissait se putréfier. Et puis, ça donnait le condiment le plus fameux de l'époque romaine. Alors, il y a des tas de recettes. Et apprenez, juste pour terminer, que le plus célèbre et le plus recherché et le plus cher était celui de Carthagène. Carthagène, au sud de l'Espagne actuelle. Et donc, c'est dans cette colonie romaine de l'époque, on était réputé produire le meilleur garum de l'Empire romain. Extraordinaire. On croise aussi dans votre ouvrage Apicius, forcément, gastronome romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Lui aussi, il a laissé quelques recettes. Oui, mais pour des raisons différentes. Voilà. Pour des raisons différentes, parce que lui, il est connu pour incarner les excès des grands millionnaires romains en sesterces, la monnaie de l'époque. Ces gens-là étaient capables de payer quelques millions de sesterces pour un simple poisson, peut-être le plus beau poisson du marché. Et il est connu pour des faits d'armes totalement ridicules, comme le sont souvent les milliardaires et leurs passions. Enfin, comme le sont souvent les passions des milliardaires. Il y a encore quelques milliardaires qui sont capables de payer très cher pour un steak doré à la feuille d'or. Voilà, les historiens nous apprennent qu'un jour, il est parti, il a embarqué sur sa galère pour se diriger vers l'actuelle Tunisie. Pour aller au marché où étaient réputées se trouver les meilleures langoustines de l'époque, les plus grosses en tout cas, parce que plus c'est gros, plus c'est cher, et donc plus c'est intéressant selon la mentalité de l'époque. Touche en terre, et voyant que toutes les sauterelles, j'allais dire, toutes les langoustines avaient été vendues, il n'a pas mis pied à terre et il est reparti à Rome. Voilà. Il est rentré. Il a dit il n'y en avait pas. Voilà. Benoît Sima, merci beaucoup. Première possibilité d'écrire, première recette de cuisine. Et ce n'était pas en France, parce qu'on dit toujours qu'il y a que les Français qui s'intéressent à ça. Mais en fait, on le découvre en voyageant, parce qu'on voyage beaucoup dans votre incroyable histoire de la cuisine. C'est une passion tout à fait universelle, et ce, depuis la préhistoire. Je précise également, vous n'avez pas mis la recette de votre saumure là, à la fin? Si, le garum est à la fin. Il y est le garum? Oui, si vous pouvez essayer. Génial. Alors, il a quel endroit? Faites ça en extérieur, parce que c'est... On a le manioc, le marin, le poulet maringot, le vin vous l'avez vraiment planqué quelque part, là, le pâté de lamproie. Non, je vois pas la recette. Bon. Si, elle y est. Ouais. Ah, mais oui, on y est, le garum romain. Ça y est, on y est. Ah ouais, la recette. Je vous le fais, c'est super facile. 1 kilo de poisson frais, anchois et maquereau, gros sel marin. Hop, c'est parti. Voilà. Mais il faut attendre un peu, quelques mois. Il faut le laisser se putréfier quelques mois, au soleil. Bon appétit. On se retrouve demain, Benoît. On continue à se cultiver. Benoît, auteur de cette incroyable histoire de la cuisine, dessinée par Stéphane Doué. Et la question pour demain est la suivante. La cuisine est-elle un symbole de pouvoir depuis longtemps? On sait que c'en est un aujourd'hui, avec tous les dîners d'État, les repas, etc. Mais ça fait combien de temps? La réponse demain. Pour l'instant, on retrouve Julien Artrus et la suite du Grand Oral. Julien Artrus, dans ce documentaire autour du harcèlement scolaire, vous montrez les stigmates du harcèlement. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que celles et ceux qui en ont été victimes, ils en veulent quand même à mort à leur harceleur. Et quand je dis à mort, j'exagère un peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils ont beau avoir été eux-mêmes victimes de violences qu'ils jugent intolérables, ils rêvent de vengeance tout aussi terrifiante quand même. Oui, très souvent, oui, c'est ça. Ils ont vraiment ils ont du mal à pardonner, ouais. Effectivement, c'est le cas. C'est donc une confrontation peut-être... peut fonctionner, mais on en a fait une justement. Donc dans le film, on fait. Donc il y a une. Alors racontez-la avec les adultes, vous allez dire.
Ah non, la confrontation avec la fameuse harceleuse, l'éducatrice spécialisée. qui est harceleuse. Ce qui est dingue, elle est devenue éducatrice spécialisée quand même. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il y a des échanges assez pas houleux, mais disons qu'ils ne comprennent pas forcément. Elle leur explique que c'est parce qu'elle n'était pas bien chez elle, qu'elle essayait de trouver un moyen de soulager sa souffrance. Et donc, mais ils ne comprennent pas forcément ceux qui sont en face. Donc c'est complexe, c'est complexe. Et elle porte le poids, la culpabilité d'avoir été harceleuse, même si elle a appelé la fille qu'elle avait harcelée. Oui, elle l'a appelée des années plus tard, mais elle lui a dit qu'elle avait fait son bout de chemin et puis que... La victime lui a dit ça. Oui, la victime, Et lui a dit, et alors ce qui est là encore très étonnant, c'est que, parce qu'on est quand même dans le domaine des représentations avec votre histoire, c'est que la victime lui dit au fond ce que beaucoup de personnes, beaucoup de témoins du harcèlement ont pu dire pendant des années, elle dit ça m'a endurci. Et ça c'est un des trucs qu'on dit, on dit bon allez ça va passer, puis ça va, ça va si c'est un garçon on dit ça va nous en faire un homme. Oui, bien souvent c'est triste, mais quand on passe par des souffrances, on s'endurcit ou du moins ça renforce quoi. Et c'est souvent le cas. Ouais. Alors, le rendez-vous auquel je pensais, moi, c'était le rendez-vous avec les parents, parce que votre documentaire, il souligne le fait qu'il y a beaucoup de témoins lorsqu'il y a harcèlement, et vous soulignez le rôle des adultes, qui est quand même pas brillant. Les adultes, oui. Pourquoi n'interviennent-ils pas pourquoi les élèves ont-ils du mal à se confier pourquoi sont-ils assez formés? Donc, pour ça, on a organisé une rencontre entre les élèves du groupe et les adultes, élèves et profs de l'établissement. Et c'est une séquence très riche qui est dans le documentaire. Séquence dans laquelle on voit se dessiner une rupture de confiance, y compris quand vous dites que quand c'est dans le documentaire, il faut qu'on le regarde. Qu'on le regarde, il est sur la plateforme France.tv. Et jeudi 22h50 sur France 3. Mais quand même, vendez un peu la mèche. Rupture de confiance entre les jeunes et les adultes. Lors d'une réunion avec des personnels d'éducation, il y a même une d'entre elles qui le dit. Je ne sais pas si elle est enseignante ou pas. Qui dit, moi, mon problème, c'est que finalement, vous ne nous faites pas confiance, les jeunes. Oui, c'est ça, oui. Bien souvent, oui, de part et d'autre. Et souvent, c'est dissimulé, donc le prof ne le voit pas. Non, c'est vraiment... c'est très compliqué. Le prof, est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a ses cours? Donc, c'est partagé et ils ont du mal à s'entendre. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé aussi dans le témoignage des enfants victimes ou des adolescents victimes. C'est pour certaines ou certains le souci de protéger leurs parents. On n'ose pas leur dire, on ne veut pas leur faire de peine. Oui, on ne veut pas leur faire de peine, on ne veut pas paraître pour quelqu'un de faible. Et bien souvent, c'est le cas. Or, ce sont pour partie des enfants qui ont une histoire familiale chaotique, voire fracassée. Pas les victimes, non. Ouais. Les victimes, non. Y a c'est celui harceleur, oui. Dit qu'il y a des jeunes filles placées. Oui. Voilà, dans ce cas-là, oui. Si elle est placée, c'est pas... Oui, mais c'est pas... C'est une exception. Oui, je pense. Ouais. D'accord. C'est vraiment pour d'autres... je fais bien de vous demander. Moi, j'allais vous faire une psychanalyse comme ça... à main levée. Le film, il donne la parole aussi à la fin. On voit un petit peu le court-métrage. On se dit que finalement, la réalisation du court-métrage, le produit fini, c'est moins important que finalement une forme de thérapie. Exactement. C'est ça. Exactement. L'aventure de ce documentaire en tant que réalisateur, pour moi, c'est terminé à la fin du tournage. Enfin, à la fin du tournage, oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles avaient vécu cette expérience et qu'elles s'étaient libérées du poids de cette souffrance, là, vraiment, on s'est dit, c'est bon, c'est réussi. Et c'était un plus, le film. Le film, les 2 minutes. Les 2 minutes du film pour le concours. On ne le voit pas, nous. Non. Il s'est passé comment, le concours? Eh bien, elles ont gagné le prix de l'affiche, parce qu'on a fait une affiche aussi. Ouais. Et l'affiche du film. Et puis le concours, elles sont arrivées 3/4e, je crois. Ah ouais, pas mal quand même. Ouais. Oui, c'était une belle expérience. C'est une belle et grande aventure. Vous-même, c'est un sujet qui vous touche, qui vous a touché? Oui. À titre personnel? Oui, ça m'a touché. Vous étiez élève, j'entends. Oui, enfin, ça m'a surtout intéressé. Et moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma thérapeutique. Donc, essayer, à travers un projet de documentaire cinématographique, d'apporter une solution à un groupe sans prétention d'être médecin, mais juste essayer d'apporter... un peu d'espoir, et puis un remède. Vous passez beaucoup de temps à monter des dispositifs, d'ailleurs, lors des suites de tournage, il y a toute une dramaturgie. Oui. C'est très travaillé, votre affaire. Oui, c'est bien écrit au départ, oui. Ouais. C'est vraiment un dispositif où il y a 3 adultes qui les accompagnent tout au long. Ça m'a permis, moi, de mettre en retrait. Et d'ailleurs, c'est mon assistant réalisateur qui accompagne dans le scénario qu'on voit, Alexandre. Et voilà, donc oui, c'est important de... C'est lui qui donne les cours, en fait, de réalisation. On arrive toujours sur un reportage ou sur un documentaire avec des idées un petit peu préconçues. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a découvert? Qu'est-ce que vous avez découvert, vous?
Ce que j'ai découvert, c'est large. Hein. Non, parce que j'étais ravi. Découvert, oui, le monde du harcèlement, enfin, tout ce phénomène, à quel point c'était encore vif chez certains élèves. Et encore une fois, le pouvoir de la caméra. Vraiment le pouvoir de faire un film et d'emmener des jeunes vers un espoir, ouais. Des jeunes qui sont en souffrance. Ouais, c'était ça. De les emmener vers un récit. Et vous, ils l'ont oublié, votre caméra à vous, à un moment donné? Oui, c'est ça, complètement. On oublie le dispositif est tel que ça permet une fluidité et de vraiment conduire le récit simplement. Sujet, Benoît Sima, qui vous avez été témoin concerné par des questions de harcèlement. Jamais harcelé, mais témoin, oui. Témoin, parce que ça existe, ça a toujours existé. Alors je ne sais pas quelle est la part dans le monde actuel de la propagation par les réseaux sociaux qui du coup fait sortir, vous disiez tout à l'heure dans la première partie que ça fait sortir de la bulle scolaire ce sujet, et je pense que peut-être le sujet principal c'est ça, et c'est pour ça que tout le monde s'empare du sujet. Alors après, je suis incapable de vous dire si c'est plus fort qu'avant ou pas. Oui, alors ça, moi, je suis capable de vous le dire, et la réponse est oui. Oui, effectivement, il y a vous pouvez le dire aussi, d'ailleurs. Oui, c'est clair. Mais pour revenir à ce que vous disiez, le terme de témoin, c'est important, on en parle dans le film. Je pense que c'est une des clés. Parce que le témoin, il est tiraillé entre la peur et de passer pour un délateur, pour une balance, mais aussi... donc la peur de passer pour une balance, et puis Mais il faut qu'il parle, quoi. Oui, c'est ça. Il est pris aussi, certains disent, mais nous, on a témoigné auprès des adultes, la réaction n'a pas été à la hauteur. Ça, c'est encore plus ravageur. Oui, c'est clair. C'est clair. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les témoins, parce qu'en fait, s'ils sont complices, si quelqu'un est témoin et qu'il n'agit pas, c'est comme s'il était complice. Ouais. Mais ça, c'est une nouvelle norme, en fait, qui est plutôt positive. Le fait que, quand on est témoin, on doive se sentir obligé de témoigner et de parler. C'était pas le cas avant. Non, je pense qu'on y vient. Parce qu'avant, il y avait une banalisation de ce phénomène. Ce que disent d'ailleurs certains enfants dans le film, que, si je me souviens bien... Qui ont été témoins. J'ai vu des trucs, j'ai fait demi-tour, je voulais pas y être mêlé, je crois que c'est l'expression qu'utilise un des Exactement, enfants. Et donc dans le film, on parle beaucoup de cet aspect-là, Harcèlement scolaire, tous témoins. On peut d'ores et déjà voir ce film sur la plateforme France.tv. Il sera diffusé ce jeudi à 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Julien Artru, merci beaucoup. Vous êtes le réalisateur de ce film. Benoît, merci beaucoup également. On se retrouve demain pour continuer à parler de la cuisine. Mais pour l'instant, comme chaque semaine, on retrouve Candice Anzel. C'est le jour et l'heure du conseil de famille. Conseil de famille dédié à la lecture et aux enfants. Comment susciter l'intérêt des enfants pour la lecture. Candice Anzel. Notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. On a parlé récemment de la lecture avec Alexandre Jardin, qui a écrit Lire pour les nuls chez First. La lecture qui est avant tout un réel plaisir pour certains enfants, une corvée pour d'autres. Là, le point de vue parental, très concret, comment peut-on susciter leur intérêt afin qu'ils puissent aussi découvrir par eux-mêmes le goût de lire et les trésors de la littérature. Allez, décroche de ta console et va prendre un livre. Et pas un manga, s'il te plaît. Combien de fois j'entends les parents se plaindre que leurs enfants ne lisent pas. Alors, même si c'est pas toujours gagné d'avance, c'est vrai, moi j'ai des petites astuces quand même pour susciter l'envie irrésistible de plonger dans la lecture. Par exemple, on peut faire apparaître, comme par magie, évidemment, des livres à des endroits improbables de la maison. Par exemple, on peut glisser un livre, par exemple, qui va susciter son intérêt sous son oreiller, dans le sac de piscine, dans le petit goûter, par exemple, ce qui fait que quand ils vont voir ce livre qui a atterri là comme par magie, mais qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai forcément envie de l'ouvrir et ils vont pas résister à la tentation, effectivement, de le lire. Sur les trucs qui peuvent les intéresser ? Alors, on peut laisser traîner justement des livres de culture générale, des livres avec des questions-réponses assez insolites, sur, par exemple, les records du monde, ça plaît bien. Et puis si vous avez des ados, évidemment, des livres sur la puberté et l'éducation sexuelle, en général, ça passe beaucoup mieux que les nouvelles de Maupassant, allez savoir pourquoi. On se demande. Alors, autre idée sympa qui est un peu originale, vous pouvez organiser une chasse au trésor littéraire dans la maison. C'est-à-dire que vous allez planquer des livres un peu partout, vous allez donner des indices sur les livres pour que les enfants arrivent à les découvrir dans la maison. C'est assez rigolo. Ça, c'est sympa comme tout. Sur le rangement de la bibliothèque aussi, on s'arrange pour que les livres soient accessibles. Alors exactement, il faut que ça reste à leur hauteur pour que ce soit accessible et puis qu'ils puissent les prendre à leur guise, quoi.
Enfin, faire un coin lecture dans la maison, ça sert à quelque chose? C'est une très bonne idée de faire un coin lecture, surtout pour les plus petits, c'est idéal parce que ça va leur permettre en fait d'avoir un endroit accueillant pour se réfugier, pour pouvoir y rester. Alors l'idée c'est de le faire si on peut, soit dans la chambre de l'enfant, soit dans un coin spécifique de la maison avec des coussins au sol. Oui, c'est le cocon. Exactement. Et puis alors, à partir du moment où ils deviennent lecteurs, il y a un truc qu'on peut faire justement, on peut leur proposer d'inverser les rôles. C'est eux qui vont nous lire l'histoire du soir. C'est eux qui vont venir au Maupassant. Mais exactement. Eh ben non, ils ne font pas le Maupassant. À la fin de l'histoire, en fait, ils vont vous poser des questions. Mais attention, il faut être très attentif parce qu'on se fait vite piéger par un détail quand même. Ouais, extraordinaire. Alors, rien n'empêche non plus de se retrouver tous ensemble autour du même livre, par exemple, et de lire un passage, chacun à son tour, en utilisant des voix. Et puis, c'est rigolo parce qu'après, on peut poser justement des questions sur les événements de l'histoire. Ça crée un bon moment en famille. Est-ce qu'on utilise aussi nos neurones miroirs? On sait que les enfants sont beaucoup dans l'imitation. Je me dis que s'ils nous voient lire, ils se disent que c'est une chose agréable. En permanence, mais c'est vrai qu'en tant que parents, on est vraiment les premiers modèles de nos enfants. Donc, s'ils nous voient lire régulièrement, que ce soit des livres, des magazines, des journaux, peu importe, l'idée, c'est que ils vont finalement être intéressés et puis on va notre propre intérêt pour la lecture va finalement en fait se diffuser naturellement chez eux. On les laisse raisonnablement libres de leur choix surtout aussi. Alors c'est très important en fait, même si on rêve de les voir dévorer des livres de 300 pages, faut les encourager dans un premier temps vraiment à choisir les livres en fonction de leur goût personnel. C'est pas si grave finalement s'ils préfèrent les bandes dessinées ou les livres illustrés dans un premier temps. L'important finalement c'est de susciter le goût et l'envie et l'intérêt pour la lecture. Donc qu'il s'agisse d'histoires d'aventure, de contes ou de livres sur la reproduction des lamas, on s'en fiche, le principal c'est que ça les intéresse. Alors une petite astuce aussi, même deux. La première c'est qu'on va leur proposer des séries de livres adaptés à leur âge avec plusieurs tomes, comme ça si ça leur plaît. Ça marche très bien par ailleurs. Ça marche très bien. Et autre chose, par exemple, quand il y a des séries télévisées ou des films qui sont adaptés, qui sont avant tout des livres, on peut passer par le livre avant et ensuite passer par le film. Dernier conseil, il y a plein de bouquins disponibles partout, notamment les bibliothèques. Oui, etc. alors c'est vrai que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais n'hésitez pas à demander conseil, que ce soit aux enseignants, aux libraires, aux bibliothécaires pour trouver justement des livres adaptés à leur niveau en fonction de leur goût. D'ailleurs, c'est vrai que la bibliothèque c'est quand même génial parce que en soi cette activité nous permet quand même d'occuper nos enfants les week-ends pluvieux. Et puis quand on est comme moi et qu'on a un enfant fan de manga et qu'on n'a pas forcément envie de vendre un rein pour acheter toute une collection, parce qu'il faut savoir quand même que les collections de mangas c'est minimum à peu près 100 tomes et que chaque tome coûte à peu près 7 €. Et voilà, donc vive les bibliothèques. Exactement. Et le dernier conseil, c'est aussi les livres audio. Pour celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, c'est super dans la voiture. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre conseil de famille, des conseils de lecture. Vous en avez aussi tous les vendredis dans cette émission grâce à Célie Luton dans la librairie. Merci donc Candice, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Gauvin Bonizek au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.